À notre émission de la semaine, nous présentons en première partie un reportage organisé par le Centre communautaire congolais. Nous avons été invités au Centre communautaire congolais il n'y a pas si longtemps, dernièrement. L'objet de cette rencontre portait entre autres sur, on voulait mettre l'accent sur les nouveaux étudiants, les étudiants congolais africains qui arrivent ici. Une rencontre qui leur permettait d'être en contact directement avec des professionnels congolais, soit des ingénieurs, des médecins et autres, qui avaient quelques conseils à leur prodiguer par rapport à leur expérience de vie et également à leur expérience professionnelle, donc ici même à Montréal. C'est très intéressant. Donc on vous présente ce soir la première partie justement de ce reportage qui porte justement sur cette rencontre d'échange avec les étudiants organisée par le Centre communautaire congolais de Montréal. En deuxième partie de cette émission, Only the Righteous. Et ça se passe au Balatou. On vous présente évidemment de la musique comme pas possible. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Bonjour, mon nom est Guy Nkale. Je suis le président du Centre communautaire congolais de Montréal. En fait, aujourd'hui, nous avons une activité de rencontre, d'échange avec les étudiants et de réseautage. En fait, depuis le début de l'année, nous recevons les nouveaux arrivants, donc que ce soit les étudiants internationaux, que ce soit les demandeurs d'asile, que ce soit ceux qui viennent comme retrouver leur famille, le résident permanent. Lors de ces activités-là, de café rencontre, nous avons eu une question, nous avons eu pas mal d'étudiants qui ont posé des questions en rapport avec le réseautage. Alors, donc, ce qui fait que nous avons eu à mettre un cadre pour recevoir les étudiants et afin de réseauter ensemble, de réaliser des activités et de projets par eux, pour eux. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une deuxième rencontre des étudiants. Et là, donc, le thème, c'était éducation et famille. Et ce que je peux dire aujourd'hui, nous sommes surpris d'avoir plus d'étudiants parce que nous estimions qu'il devrait être au moins à 40 personnes. On devait recevoir 40 personnes. Nous avons eu plus de 40, 60 ou 70 actuellement. Alors, c'est un cadre qui regroupe tous les étudiants, qui va regrouper tous les étudiants de l'Afrique afin que ensemble et les étudiants et les anciens étudiants, donc les personnes qui viendront pour partager leur expérience, les professionnels qui viendront pour partager leur expérience. Donc ça prend une sensibilisation pour une meilleure orientation et une meilleure intégration des étudiants. Donc c'est ça la raison de cette activité d'aujourd'hui. C'est un échange avec des panélistes qui ont étudié ici et qui partagent leur expérience, comment ils ont intégré et comment ils ont évolué avec leur vie professionnelle. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Et ça montre vraiment que vous avez de l'intérêt parce qu'avec les temps extérieurs, si vous êtes là, vous avez de l'intérêt pour ce qui se passe ici. Mon nom, c'est Lelou Kalonji. Et ça, c'est quel le verbe comprendre c'est quoi. Alors, moi, je suis arrivée ici il y a plus de 20 ans. Moi, j'ai étudié à KIEC, Institut supérieur de l'unité, c'est là que j'ai fini. Et je me suis retrouvée ici et j'ai fait beaucoup de choses ici. Ok, j'ai vraiment fait beaucoup de choses et vous autres, les étudiants qui venez d'arriver là, dites merci à Dieu parce que vous êtes arrivés au bon moment. Okay? Parce que nous autres, quand nous sommes arrivés, ce n'était pas comme aujourd'hui là. Et
quand je dis j'ai fait beaucoup de choses, c'est-à-dire avec tout ce que j'avais dans ma tête, j'ai étudié, j'ai fait ça, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça. Alors j'étais comme à un moment donné déboussolée de tout ce que j'avais là. Mais je me suis rattrapée vite, j'ai dit, écoutez, si je ne peux pas faire ce que j'ai étudié chez moi, je peux faire autre chose ici. Et ici, je suis allée au cégep, j'ai dû faire encore une attestation là pour pouvoir travailler juste dans le bureau. Alors, au collège des Maisonneuves, quand j'ai fini, j'ai trouvé mon emploi là où je suis aujourd'hui, à Polytechnique de Montréal. Et je suis venue vraiment intervenir. Pourquoi? Parce que je vois les étudiants. Mon travail consiste à travailler, oui, bien sûr, avec les étudiants de cycle supérieur, mais il y en a qui commencent par leur bac et arrivent avec moi au cycle supérieur. Okay? J'ai quand même quelque chose, je connais quand même comment que ça se passe aussi au bac. Mais moi, je m'occupe particulièrement des études supérieures, c'est-à-dire maîtrise recherche, maîtrise professionnelle, doctorat, BSS ou de micro-programme. Alors, c'est dès son admission jusqu'à sa diplomation. Je m'occupe de lui. Pendant tout ce temps, je dis jusqu'à ce qu'il va être diplômé de Polytechnique Montréal. Okay? Là, moi, dans ma tête, quand je venais, j'avais préparé vraiment des trucs pour ceux-là qui étudient à Polytechnique Montréal. Mais je vais vous l'aider pareil. C'est quoi Polytechnique Montréal? Des fois, les gens entendent, mais ils ne savent pas c'est quoi. Polytechnique Montréal, c'est simplement une école d'enseignement universitaire. Ce n'est pas l'université. C'est une école d'enseignement universitaire affiliée à l'Université de Montréal. Et là, cette école a pour but de former des ingénieurs. Des ingénieurs. Et les ingénieurs, nous en avons besoin partout. Nous avons besoin des ingénieurs partout parce que vous vous êtes déplacés, vous êtes venus dans ces pays. Nous, on est venus vieilles. Vous êtes venus à l'âge où vous devez étudier. C'est vraiment très important que vous puissiez étudier. Et vous avez des ressources pour pouvoir étudier. Vous pouvez les faire et vous pouvez devenir des ingénieurs. Non seulement dans ces pays, mais vous pouvez aussi devenir des ingénieurs pour retourner chez nous, pour pouvoir aussi aider chez nous. Quand il m'a abordé, j'ai dit, j'aime bien l'idée de venir intervenir, mais ça me fait de la peine quand je vois, aujourd'hui nous disons, oh les Chinois sont développés, les Chinois, mais les gens qui ont fait beaucoup de choses aussi pour les Chinois là, c'est eux-mêmes. Et c'est ceux-là qui étaient comme nous et vous ici là. Quand il finit, il prend ses bagages et il retourne dans son village. Et là, il traduit sa mémoire, sa thèse en sa langue maternelle. Il commence à enseigner cela à son peuple là-bas. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas été ici, mais peuvent faire des choses que toi, tu étudies à Polytechnique Montréal. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je disais, mais si vous pouvez, tout en étant ici, oui, vous êtes ici, c'est bon. Et vraiment vous donner assez pourquoi vous êtes venus ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont leurs parents qui les ont envoyés pour pouvoir les faire. S'il vous plaît, faites-les. Les petits jobs que vous allez avoir à gauche, à droite, là, ça aura fin un jour. Mais les études supérieures, là, les études, les bacs, c'est bon. Mais allez plus que ça. Allez aux études supérieures. Et ça va vous rapporter gros. Pas seulement ici, si vous désirez bien sûr rester ici, c'est que je ne souhaite pas. Parce que moi, je veux aussi voir les Congo développés par toutes les connaissances que vous allez acquérir ici. Okay? Donc, les études, ça s'est fait, ça s'organise et ça prend notre engagement. Quand nous nous engageons, nous pouvons. Vous savez, je dis toujours, pour ceux-là qui sont ici comme il y a 2-3 ans là, vous savez,
vous avez vu combien les temps dans ces pays est. Mais nous sommes là pareil, nous travaillons, nous sortons. Je dis toujours aux gens, les hommes ont une force très mentale, très élevée pour habiter ces pays. Avec les froids que nous voyons ici, là, il faut avoir une force mentale. Et cette force-là, nous l'avons parce que nous sommes dans ces pays. Okay? Politiquement engagés au Congo, certains le savent. Nous voulons que ces pays-là changent. Et ces pays-là ne pourront changer que si nous avons des compétences. Et dans ces milieux ici, il y a des compétences. Il faut juste les repérer. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est effectivement pour essayer d'aider la jeunesse. Je préfère dire la jeunesse. Vous savez que le concept jeunesse, c'est un concept à plusieurs sens. On est jeune, je pense qu'on est jeune à tout âge. Des jeunes vieux, on est tous des jeunes finalement. Et puis, on est tous étudiants. Surtout dans ces pays, on est tous étudiants. On doit étudier dans ces pays parce que les conditions sont là pour étudier. Pour réussir comme Mme Kalonji l'a dit. Toutes les conditions sont là. Je me rappelle, chaque fois que je suis au Congo, d'ailleurs j'ai fait encore dans 2 semaines, j'ai dit aux amis qui sont là, je leur dis, mais faire une thèse au Congo, c'est 10 fois difficile que faire une thèse au Canada. Ici, on a toutes les conditions. Au Congo, jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de logiciel de traitement de référence. Imaginez-vous. Un jury qui se met à corriger le point virgule qu'il y a dans la référence. Ces choses, nous, on les regarde depuis parce que tout ça existe ici. Donc là, je m'adresse à tout le monde. Quand je dis tout le monde. Nous avons toutes les conditions pour réussir. Alors, quand j'ai vu le terme éducation et jeunesse, j'étais particulièrement heureux puisqu'il y a une différence entre instruction et éducation. L'instruction, je vais faire ça plus simple, c'est ce que nous donnons en tant qu'enseignants aux étudiants. Ça, c'est l'instruction. Mais l'éducation, ça fait plus appel à la capacité de s'adapter dans une société, à se construire pour être utile à la société. Ça, c'est plus pratique. Et pour éduquer quelqu'un, ce n'est pas la science qu'il faut lui donner, plus que la science. C'est pour cette raison-là, depuis un certain nombre d'années, je ne fais pas de conférences scientifiques. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne parle jamais de l'ischémie du cœur, je ne sais pas moi, des colons irritables. Je ne parle pas de ces choses-là. Parce que j'ai compris que science sans conscience n'est que l'une de la route. Donc nous sommes en train de donner la science à des gens qui ont faim, à des gens qui doivent se libérer de beaucoup d'autres choses, à des gens qui ne savent même pas s'adapter dans le milieu où ils se trouvent. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont là aujourd'hui, mais si nous ne leur donnons pas des capacités d'adaptation, ils vont finir comme des réfugiés, ils vont finir comme, je ne sais pas moi, ils vont tous arrêter les études. Je vais donc partager avec vous mon témoignage personnel. Ça pourrait être édifiant pour certains, puisque ça met un peu l'accent sur la persévérance, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi ici en ce moment. La persévérance pour essayer d'atteindre un certain niveau. Je ne dis pas que j'ai atteint le niveau le plus haut, non. Pour enseigner ici, il faut avoir un post-doctorat dans le meilleur des cas. C'est-à-dire, après une thèse de doctorat, il faut aller plus loin. Et j'atteins une bourse pour ça. On étudie toujours. Donc, c'est juste pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez être édifié. Je vais me présenter, comme l'a fait Mme Kalonji. Je suis docteur Louis Ndou Lapatrie. Je suis médecin. J'ai fait une spécialisation en médecine interne à l'Université de Kinshasa. Je suis arrivé ici en 2010 comme boursier de l'Agence canadienne de développement international. Donc j'ai une bourse de doctorat et je suis arrivé en 2010, au mois de janvier. Je suis venu seul, je vais aller très vite pour que vous ayez toute la matière. Je suis venu seul parce que j'avais laissé ma femme et mes 3 enfants au pays. C'était une condition de la bourse. Les Canadiens sont chiches, permettez-moi de dire ça. C'était la condition de la bourse. C'est pour toi et c'était une bourse de développement, donc c'est pour aider le Congo à se développer. Parce que déjà à ce moment-là, en 2010, il y avait très peu de professeurs dans plusieurs domaines de médecine. Donc je suis arrivé en janvier 2010, en 2011, donc c'est ça. Et 3 mois après, je suis arrivé donc à l'hiver. 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais seul. J'étais seul, il n'y avait pas ma femme, il n'y avait pas mes enfants. Et j'ai compris qu'il y avait la distance, en plus de l'hiver, des conditions météorologiques. C'était tellement difficile que j'ai pris une décision sur le champ. J'ai dit à mes collègues qui étaient, j'ai dit, non, moi je viens de me marier, ça fait quelques années, et puis je ne peux pas laisser ma femme comme ça pendant 4 ans. Parce que la bourse ne prévoyait pas un retour vers le pays. C'était comme ça. Je ne peux pas laisser pendant 4 ans, ma femme et mes enfants sont au pays, et puis
Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai fait venir ma femme comme visiteur. Elle est venue et puis finalement, nous avons demandé un permis de travail. Parce que vous savez, les bourses des agences de développement, ce n'est pas beaucoup de choses. Je me rappelle, c'était $1000 qu'on nous donnait mensuellement. Et $1000, quand j'avais un loyer déjà de 450, $500, je devais payer les bus parce que j'étais à l'université Laval, au Québec, à Québec. Je devais payer les bus. En même temps, vous devez envoyer de l'argent au Congo, puisqu'on envoie toujours de l'argent au Congo. Il arrivait des fois, je me retrouvais avec $10 et je devais tenir avec ça tout le mois. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un Dolorama, j'achetais des pâtes, et puis avec des nécessaires, comme à l'Égypte. Et puis j'ai fait une grande quantité que j'ai séparée en petites boîtes là, pour toute la semaine, avec $5-10 parfois. Et ce n'était pas du tout facile. J'ai demandé un permis d'études de travail pour mon épouse, de sorte qu'elle travaille, parce que je pensais que c'était simple, il faut travailler seulement, et puis on aura de l'argent, et puis on va faire venir les enfants. Je ne savais pas qu'il y avait des histoires d'immigration. Heureusement, notre ami n'est pas là. Alors, madame est venue, elle a demandé le permis de travail. Nous avons demandé le permis de travail. Curieusement, un mois après, on nous répond, c'est refusé. Et là-dedans, dans la lettre de refus, on mentionne les conditions de la bourse. Le boursier est tenu de rester seul ici pour favoriser son retour au pays. Ah oui, c'était une condition. Ce n'était pas facile du tout. Dans ces conditions-là, moi, je ne fais jamais des choix entre la famille et les études ou la formation. La famille passe toujours en premier. Un jour, il y a des agents d'immigration qui sont passés à l'université pour essayer de s'entretenir avec les étudiants, un peu comme ces professeurs-là, pour leur montrer les possibilités d'immigrer au Canada après leurs études, comme résident permanent après leurs études. J'étais à cette conférence-là, j'ai suivi tout ce qu'ils ont dit, le programme Expérience canadienne, Expérience québécoise, et à la fin, j'ai posé une question parce que je voulais vraiment être sûr de ce que j'avais compris. Je leur ai demandé, vous dites que c'est des programmes post-diplôme, vous parlez de quel diplôme en réalité? Et l'agent à qui j'ai posé la question m'a répondu tout de suite, non, nous parlons de diplôme. On ne fait pas mention maîtrise, doctorat, mais un diplôme. Ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi suis-je dans un doctorat pour avoir un diplôme 4 ans après, 5 ans après, peut-être même ne pas l'avoir? Parce que quand on commence un doctorat, on ne sait jamais quand on le termine. J'ai décidé à ce moment-là de faire une maîtrise. J'ai demandé un changement de programme, sans consulter ceux qui m'ont envoyé le pays. J'ai donc fait un changement de programme vers la maîtrise. C'est alors que j'ai fini ma maîtrise et je suis venu à Montréal. Ce n'était pas facile du tout à Montréal. Je vais vous le dire, comme maman l'a dit. Maman était peut-être un peu tendre, mais moi j'ai toujours été très direct. J'ai déchargé les conteneurs dans cette ville, à Montréal. Et plus intéressant encore, je me suis pris des photos de selfies pendant que je le faisais. J'ai des photos avec moi. J'ai déchargé, j'ai travaillé ensuite dans des centres d'appel. J'ai apprécié les centres d'appel parce que ça permet d'améliorer l'emploi notamment. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, le ménage, tout ça. Nous avons fait ça ici, dans cette ville de Montréal. Alors, j'ai fait cela pendant que je faisais la procédure d'immigration post-diplôme. Et lorsque les choses se sont arrangées, je pense 2 ans après, mes enfants sont arrivés. On a commencé donc à mener une vie paisible. Mais je n'ai pas oublié mon objectif initial. C'était donc de venir chercher un diplôme de professeur, enfin, on va dire professeur d'université. Parce qu'en venant ici, nous savions que c'est quelque chose qui était utile au pays. Et comme nous aimons toujours respecter nos engagements, je me suis dit qu'il faut le faire. C'est alors que je me suis posé la question. J'ai fait une maîtrise en immunologie et en microbiologie à l'université Laval. Donc, à Kinshasa, en médecine interne, c'est les humains. À l'université Laval, j'ai traité avec des souris. Donc, tout le temps, j'ai caressé les souris, je les injectais, je les opérais, donc j'ai travaillé avec des souris. Ce n'était pas facile non plus parce que j'ai toute une formation, je crois, de 3 semaines pour apprendre comment tenir une souris, comment injecter à une souris, des choses comme ça. Et tout ça, c'est déprimant, vous savez. C'est déprimant parce qu'en quittant le pays, je ne savais pas que je venais atterrir dans un champ de souris. Je ne savais pas, sinon je ne serais pas venu. Alors, on était déjà là, on ne peut pas faire marche arrière. Vous savez, quand on venait dans le pays étranger comme ça, vous vendez tout. J'avais une petite voiture là, je ne sais pas des années, comment là, je l'ai vendue. Donc, on a tout vendu pratiquement. Alors, c'était difficile de rester en arrière, il fallait avancer à tout prix. Alors, c'est comme ça que finalement, les enfants sont venus. Je me suis posé la question, c'est là où j'étais, qu'est-ce que je peux faire qui soit à la fois utile ici et utile à mon pays? Parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas étudier pour le plaisir d'étudier. Il faut étudier
en réfléchissant sur l'utilité de ces études pour la société. Hein, vous allez voir les gens qui étudient ici et qui ne se posent pas ces questions, ils font plusieurs formations pour se retrouver toujours dans les salaires minimums. Parce qu'ils se disent, mais finalement, qu'est-ce qui paye? Non, il faut bien réfléchir et prendre une décision enfoncée. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, je viens d'un laboratoire, on va dire, si en termes d'étoiles, on a 5 étoiles. Mais tout ce que j'ai vu dans ces laboratoires-là, on n'a pas ces équipements-là dans mon pays. Si je fonce vers une thèse dans ces mêmes domaines, je ne serai pas utile pour le pays. Parce que je connais des aînés qui nous ont enseigné, des professeurs qui sont là jusqu'à aujourd'hui, et qui aujourd'hui ne font qu'enseigner avec la clé, parce que tout ce qu'ils enseignent, ils ne peuvent pas le manipuler. L'État n'équipe pas nos institutions. Alors il faut faire quelque chose qui soit utile au pays, et comme notre pays a comme une organisation, j'ai dit non, il faut faire la santé publique. Heureusement, nous sommes dans un pays qui met l'accent sur les compétences plutôt que sur le diplôme. Et la plupart, ceux qui sont à l'université, si vous regardez bien, vous allez le voir, beaucoup de nos professeurs ont fait plusieurs domaines à la fois. Il a fait une maîtrise en sociologie, un doctorat en santé publique. C'est pour être compétent. Alors, j'ai tout de suite repéré les domaines de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme. C'est une entité médicale qui est mal contrôlée partout, mais ici on essaie de faire un peu mieux les choses. Mais il y a beaucoup plus de demandes de ces côtés-là. Alors, j'ai demandé une admission à l'université pour le doctorat, et donc j'ai commencé mon doctorat en 2016 à l'Université du Québec à Montréal. Alors, j'ai commencé le doctorat là, et dès que avant de commencer mon doctorat, ça c'est parenthèse, je suis rentré au Congo pour leur présenter quand même que j'ai eu un diplôme de maîtrise. Parce que c'est eux qui m'ont envoyé ici. Ils m'ont posé la question, mais toi tu es allé faire un doctorat, comment tu nous débarques avec un diplôme de maîtrise? C'est une question qui a du sens. Mais la réponse était très facile pour moi, parce que je connais les milieux. Je leur ai dit que mon niveau était jugé faible. J'étais obligé d'être rétrogradé en maîtrise. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, tu vas aller faire le doctorat. Qui va le financer? Non, c'est à charge de l'intéressé. J'étais résident permanent. Et donc, ils sont facilement, quand c'est à charge de l'intéressé, on fait l'ordre d'émission. Et j'ai obtenu l'ordre d'émission pour 4-5 ans. Je suis revenu. J'ai pris un pré-bourse d'étudiant et j'ai fait donc mon doctorat. Mais pendant que je faisais mon doctorat, c'est là où c'est très intéressant pour vous, pour l'expérience. J'ai travaillé en même temps. Donc, je suivais les cours avant midi. Et l'après-midi, de 16h à minuit, j'ai travaillé chez Rogers. C'est là où j'ai fait le stand d'appel pendant plusieurs années, tout au long de mon doctorat. Quelques temps seulement où j'avais des pauses, c'est lorsque j'avais un poste d'auxiliaire de recherche ou d'auxiliaire d'enseignement, oui, 2 mois, 3 mois, je pouvais. Mais dans la majorité des cas, j'étais vraiment dans un centre d'appel. Donc, comme j'ai dit au départ, j'ai des images que j'ai regardées jalousement pour pouvoir aider les autres à s'inspirer. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Comme vous pouvez le constater, nous sommes réunis aujourd'hui. On parle avec la communauté congolaise, mais nous parlons surtout aussi avec les étudiants. Nous avons cette chance de rencontrer un grand monsieur qui nous a longuement parlé de son expérience de vie ici même à Montréal. Il est scientifique, il est médecin au Congo même et ici. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez dit tellement des choses intéressantes qui nous ont instruits nous-mêmes. Pour vous, aujourd'hui, cette rencontre, qu'est-ce que cela représente exactement? Pour nous, cette rencontre représente avant tout un moment propice pour parler aux jeunes Congolais qui viennent au Canada pour étudier, pour leur montrer qu'en plus, enfin, il y a les études, ils doivent se concentrer aux études, mais il y a des conditions à réunir pour aller au bout de ces études. Donc, ils ont besoin d'avoir un réseau, des personnes qui peuvent leur fournir la bonne information et surtout, ils ont besoin d'un soutien moral d'une communauté. Et nous sommes la communauté congolaise, enfin, nous sommes le centre communautaire congolais de Montréal. C'est pour réunir les Congolais en général, pas seulement les étudiants, mais aujourd'hui les étudiants pour les équiper, les outiller dans leur parcours étudiantil ici au Canada. Monsieur, à vous entendre, votre combat, c'est un véritable combat. C'est terrible, c'est très fort. Oui, c'est un véritable combat, d'autant plus que la plupart des étudiants qui arrivent, il y a des années passées, qui arrivent au Canada, ils viennent sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant.
certains arrivent parce qu'ils doivent étudier, ils ne savent pas quelles études réellement sont importantes pour le pays. Ils arrivent avec des idées préconçues et ces étudiants-là, dans la plupart des cas, ils perdent de la motivation et ils ne vont pas au bout de leurs études. Certains se retrouvent comme des demandeurs d'asile, d'autres ne savent à quel sens c'est voué. Donc, il faut absolument que nous puissions être une communauté qui donne de service à notre peuple, à notre communauté en réalité. Donc, c'est dans cette optique-là que le Centre communautaire congolais de Montréal, qui nous reçoit aujourd'hui, a organisé cette rencontre avec les étudiants, avec non seulement ceux qui ont réussi de façon académique, mais aussi ceux qui sont dans la profession. Il y a un panel qui va suivre, c'est des Congolais qui ont réussi dans les milieux, qui sont des cadres dans des compagnies comme Hydro-Québec, ArcelorMittal. On va tous les rencontrer. C'est pour être des modèles pour cette jeunesse qui arrive en réalité. Merci beaucoup, docteur. Merci. Madame, bonjour. Vous êtes une personne responsable qui s'occupe des étudiants au niveau même de Polytechnique. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs étudiants africains et congolais. Sincèrement, comment ça se passe pour vous lorsque vous transigez avec ces étudiants? Je suis contente que vous puissiez me poser la question. Comme je le disais, Polytechnique, c'est une école qui forme des ingénieurs. Et tous ceux qui viennent de notre communauté, bien sûr, j'en ai eu quand même beaucoup, qui sont déjà diplômés maintenant. Je trouve que c'est des gens qui s'engagent et qui sont assidus et qui finissent toujours par obtenir leur diplôme. Jamais j'en ai vu qui ont commencé et qui ont abandonné en cours de route, surtout dans les études supérieures. À l'époque, on disait que c'était contingent. Polytechnique, médecine, hautes études commerciales. Ça a donc changé? Non, il y a des programmes qui sont contingentés jusqu'à aujourd'hui. Il y a, par exemple, en génie mécanique, on est contingenté avec les HEC. Là, au lieu que l'étudiant au bac puisse faire comme 120 crédits, il va faire 150 crédits pour avoir 2 diplômes. Ça, c'est intéressant. Donc, il va faire comme 90 crédits avec Polytechnique et le reste avec HEC. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.